Alors, bonjour à tous! On va maintenant passer à la section 2.3 où on va faire une démonstration avec un formulaire stylisé avec Bootstrap et il y aura un exercice avec la table stylisée avec Bootstrap. Donc, allons-y. Okay, on va d'abord commencer avec le code, ensuite on pourra regarder, il y a juste une diapo qui vient résumer ce qu'on va avoir fait. Petit message ici, je vais l'enlever. Donc, je viens dans Sublime, j'ai ouvert la section 2.3 et dans la démonstration, j'ai ouvert le fichier de description. Ce que je vais faire à l'instant, je vais créer un fichier index.html. Je vais mettre en place un template de base. Je vais l'appeler démo 2.3, le formulaire avec Bootstrap. C'est juste moi qui décide d'appeler ça comme ça. Le métatag pour la gestion des caractères spéciaux, les accents, les cédilles, peu importe. Et un petit test. Je viens dans mon navigateur. Tout fonctionne bien. Parfait. Donc, c'est prêt. On peut débuter la démonstration avec le formulaire. Juste pour se remettre un petit peu dans le bain, okay, à la section précédente, en 2.2, on avait fait une démo avec l'objet média. Et vous aviez eu à faire un exercice avec la carte. Donc ça, c'était le résultat final pour l'objet média, je vais l'ouvrir ici. Et le résultat final pour l'exercice, c'était la carte. Donc, ceci. Maintenant, on va regarder comment Bootstrap peut nous aider à styliser un formulaire. J'aimerais ça vous remettre un peu dans ce qu'on a fait à la séance 2, vous remontrer de quoi avait l'air un formulaire sans style. Alors, si je viens dans la démo, j'ouvre ici le code. Okay. Un formulaire sans style a l'air de ceci. Donc, ça fait très 1990, même si le web n'existait pas vraiment en 1990. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est assez sec. Donc, on a besoin de rajouter un petit peu de style pour rendre ça plus moderne, pour rendre ça acceptable pour une application web ou même si on veut être spécifique, une application de commerce électronique moderne. Alors, je vais d'abord mettre la balise form, juste pour qu'on débute avec quelque chose. Je vais lier Bootstrap. On a dit que c'est notre première étape à chaque fois qu'on veut travailler avec Bootstrap. Donc, je viens dans la documentation, je copie-colle. Là, je vais un peu plus vite que pour 2.1 et 2.2. Je m'attends à ce que vous soyez un peu plus confortable. Je vais faire ceci. Et là, si je rafraîchis ma page, okay, ça disparaît. Bootstrap est lié. Et on peut passer à l'étape 2 qui est chercher dans la documentation pour la composante ou la section qui nous intéresse. Par défaut, je viens dans Components et je vais aller pour les formulaires, la section Forms en anglais. Et là, j'ai plein d'options. On voit ici à droite, si je descends, vous pouvez voir toutes sortes de façons d'écrire des formulaires avec des champs de différentes tailles, comme on peut mettre un champ en mode lecture seulement. Donc, vous pouvez tout lire ça si ça vous intéresse. Je descends un petit peu encore, Form Grid. Et nous, on va utiliser ici le formulaire horizontal. La seule raison pour laquelle j'utilise le formulaire horizontal, c'est parce que j'aime bien ce type de formulaire-là, mais ça pourrait être un autre formulaire. Donc, quand vous ferez des exercices ou des projets ou l'examen, à part s'il y a une contrainte explicite, vous n'êtes pas obligé de prendre le formulaire horizontal. Donc, j'arrive ici. Moi, ce qui va surtout m'intéresser, ce sont les champs email et password. On a dit que dans le cadre du cours, on ne va pas utiliser les radios, on ne va pas utiliser les checkbox. Même ce qui est password, tantôt on changera le type pour texte au lieu de password. Alors, on aura besoin juste des deux premières divisions, mais on y arrive dans un instant. Après ça, on aura tout ceci qui n'est pas nécessaire jusqu'à la fin du formulaire. Il y a le bouton aussi, okay, button type submit avec des classes. Je vais le copier-coller, mais je vais le faire à part. Alors, vous avez un formulaire qui s'ouvre ici. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai écrit un formulaire pour éviter d'avoir à tout copier en incluant le field set. Je peux simplement venir copier ici mes deux premiers champs avec leurs étiquettes. Je les mets à l'intérieur du formulaire et là, c'est un peu le désastre. Alors, je vais formater ça à la main. Je le répète, éventuellement, je vais vous montrer une petite astuce pour sauver du temps, mais on se pratique. Alors, je mets mon indentation correcte. Ici, dans ma division, mon label s'ouvre et se ferme
Ici, c'est un enfant direct. J'ai une division qui s'ouvre ici et qui se ferme ici. Donc, le input à l'intérieur est un enfant direct de la division, doit donc venir un niveau d'indentation supérieure. Même chose ici. Et là, je vais aller chercher le bouton qui est ma dernière division. C'est correct si pour vous, ce n'est pas aussi clair quels éléments sont responsables de quoi dans le formulaire. C'est certain que ce n'est pas la première fois que je programme, donc j'ai l'habitude, je suis à mesure de repérer rapidement. Si vous aviez eu à copier-coller l'ensemble du formulaire, que ce soit de cette façon-ci ou avec le bouton « Copie », et vous aviez eu après ça à supprimer ligne par ligne pour analyser, c'est tout à fait correct. C'est comme ça qu'on bâtit une compréhension. Il faut se pratiquer, il faut essayer des choses, et là, ça va venir plus vite avec le temps. Donc, le bouton, on va l'indenter correctement. Je sauvegarde. On viendra voir nos attributs. On va tout personnaliser après. Je vais juste m'assurer que ça fonctionne. Qu'on a du style Bootstrap, qu'on a un formulaire à peu près correct. Donc, oui, on a le formulaire, mais ce n'est pas parfait. Je vais le mettre dans un container pour pouvoir donner des petites marges de chaque côté. Là encore, le container, on va en parler plus en 2.4. Là, je ne me servirai pas de mes touches raccourcies pour déplacer le code, là, mais il y a moyen de faire ça un petit peu plus vite. Ça, c'est fait. Donc déjà là, on a des marges de côté. Et on peut se donner une marge du dessus avec MT5. Et là, on a un formulaire. Quand on verra la grille en 2.4, vous verrez aussi comment vous pouvez restreindre la largeur. Donc, au lieu de prendre la pleine largeur du container, on pourrait dire que notre formulaire va seulement prendre 6 unités sur 12, donc la moitié de la largeur de notre formulaire, pour avoir des champs qui sont moins larges. On pourrait aussi se centrer pour avoir une belle page avec un formulaire centré, mais moins large. Tout ça, on pourrait faire ça avec la grille, mais là, pour l'instant, on n'est pas rendu là. On va regarder les éléments. Premièrement, on a une division avec deux classes, une classe de form group et une classe de row. C'est pas grave si on ne sait pas c'est quoi exactement ces classes-là. Vous pouvez chercher si vous êtes curieux dans le fichier de départ Bootstrap. Mais il n'y a pas de nécessité de le faire. Ensuite, le label. Ça, on a dit que c'est important. Il faut bien configurer l'attribut for. Donc, l'attribut for, sa valeur correspond au ID du champ avec lequel il est jumelé. Donc, c'est une paire. Paire étiquette champ. Et la correspondance se fait entre le for et le ID. Tout ça, on a couvert ça dans les cours 1 et 2. Je vais le changer ici. Au lieu d'un courriel, je vais appeler ça, moi, nom produit. Je ne sais pas dans la description si on avait... Ça se peut qu'après ça, ça soit assez similaire plus tard dans d'autres exercices. Là, souvent, on utilise le nom du produit, le SKU, le prix. Pourquoi? Parce que ce sont des données qu'on veut recueillir sur une application de commerce électronique. Je vais je vais vous démontrer ça avec nom produit ici. Nom produit, pour l'attribut classe, on a col SM2, col form label. Ça encore, c'est pas grave si vous ne savez pas c'est quoi. Je vais faire ici nom du produit, 2 points. On a une division, un input, type email. OK, ça, je vais le changer. Je vais mettre texte. On a dit que c'est ce qu'on utiliserait dans le cadre du cours. Classe, class form control. Ça va, on le laisse comme ça. C'est une classe Bootstrap. C'est pas grave si on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça fait. ID, parfait, on le fait correspondre. Et là, ça nous prend un autre attribut. On a dit qu'il y a toujours 3 attributs obligatoires pour les champs dans le cadre du cours. Le type, le ID et le name. Donc, si jamais vous avez oublié à quoi sert le name, est-ce qu'il doit être pareil ou différent du ID, toutes sortes de questions comme ça, référez-vous ici à la section 2.4 du cours 2. Name, je vais donner la même valeur que pour le ID, donc nom produit. Maintenant, pour la deuxième division, j'ai les mêmes deux classes. C'est pour le style Bootstrap, ça va. Label for, on va appeler ça le SKU, ou je pourrais dire le prix. Ça va être le nom du produit et le prix du produit. Classe, on ne touche pas à ça. Prix, 2 points. Division, avec une classe. Input, donc un champ de type texte.
Class, parfait, c'est pour le style. Le ID doit correspondre à la valeur du for pour le label. Et finalement, je vais mettre un name de prix également. Dernière division, form group row avec une classe. Et là, tout ça, là, je fais une petite mention. Tout ce qu'on voit ici, col SM2, col SM10, row, sans vous demander trop qu'est-ce que c'est, portez attention. Okay? Tantôt, quand on va être dans la grille, vous allez voir que ces unités-là, 2, 10, col-quelque chose qui est un type d'écran, tiret qui est un nombre d'unités, tout ça, tantôt, ça va prendre son sens. Donc, bouton de type Submit, classe BTN Primary. Ici, vous auriez pu utiliser ce qu'on a vu. Vous auriez pu utiliser ce qu'on a vu dans le cours numéro 2. Donc, vous auriez pu prendre un input de type Submit et donner une valeur à la place avec classe de BTN Primary. Ça aurait été tout à fait correct aussi. Je vais l'enlever. Mais Bootstrap suggère un élément button plutôt qu'un élément input. Et ici, je vais mettre ajouter, moi je ne sais pas, à l'inventaire. C'est votre système qui permet de gérer l'inventaire sur votre application de commerce électronique. Okay? Mise en contexte. Je vais rafraîchir. Donc, nom du produit, prix, on a un bouton. Regardez qu'est-ce qui se passe ici si, je ne sais pas moi, je vais mettre T-shirt pour 29,99. Vous voyez l'URL se termine avec index.html. Quand je vais appuyer sur le bouton, il y a le point d'interrogation qui a été ajouté. Nom produit est égal à T-shirt et prix est égal à 29,99. Donc, comme on a vu au cours 2, je ne vais pas trop revenir là-dessus, on a ce qui s'appelle un query string. Donc, c'est un morceau de texte qui est ajouté après un point d'interrogation et ça correspond à chacun des champs. Donc, le nom du champ, son name, sa valeur après un signe d'égalité. Donc, name du champ qui est non produit est égal à la valeur que j'ai saisie et prix, qui est le name du deuxième champ, est égal à la valeur que j'ai saisie. Si j'avais d'autres champs, la même séquence continuerait et le name du troisième champ est égal à sa valeur, etc., etc. Tout ça parce que c'est une requête de type GET. Ça, on en reparlera au bloc 3. Donc, notre formulaire fonctionne bien. Avant tout, ce qu'on voulait ici, c'est lui donner un style. Et juste pour vous rappeler de quoi ça aurait l'air ici, sans Bootstrap, je vais quand même... oups, pardon, j'ai pas bien fait ça. Je vais le mettre en commentaire. Je vais quand même laisser les divisions avec la petite configuration. Mais juste pour vous montrer ici, le formulaire années 90, le formulaire moderne. Okay, grosse différence. Ça a pris peut-être 10 minutes, mais dans les 10 minutes, j'ai expliqué en détail qu'est-ce qu'on faisait. Le formulaire, okay, c'est une autre belle démonstration de contexte où on va préférer copier-coller le code à partir de la documentation plutôt que d'aller chercher la classe ou les classes. Il y a trop de classes ici. Form group, là après ça, call form label, form control. C'est difficile de savoir qu'est-ce qui est responsable de quoi. Donc le plus simple pour les formulaires, c'est de chercher dans la documentation, copier-coller ce qui nous intéresse et venir le personnaliser, venir l'ajuster localement. Pas grand-chose de plus à dire. Une fois qu'on a compris la logique de Bootstrap, à part la grille qui est vraiment à part, une fois qu'on a compris comment chercher dans la documentation, copier-coller, personnaliser, je dirais que c'est un peu du pareil au même, peu importe la composante. C'est sûr que c'est un peu plus difficile un formulaire qu'un objet média, mais l'idée est la même. Alors ça fait le tour pour la démonstration avec le formulaire. Je vais m'assurer qu'on a vraiment tout couvert. Fichier vide, on a ajouté le lien vers Bootstrap avec un CDN, container avec une marge dessus. C'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, les différentes options. On a pris le formulaire horizontal, juste parce que je l'aime bien. On a copié le HTML, on a juste gardé les deux premiers champs, on les a convertis en type texte. Donc là, il y a un E ici à texte, là, mais en anglais, c'est texte sans E à la fin. Vous auriez pu mettre autre chose qu'un type texte, mais dans le cadre du cours, c'est ce qu'on voit. On aurait pu réduire la largeur des champs. Je vous donne un petit indice et ça va vous introduire à la grille. Au lieu de 10, ici, j'aurais pu mettre 6. Et 6 ici. Regardez qu'est-ce qui se passe. Nos champs sont moins larges. Ou j'aurais pu carrément venir mettre mon formulaire
au complet dans une colonne avec un certain nombre d'unités, comme on va voir à la grille. Je laisse avec 6, ça ne fait pas de mal. Et voilà, la démonstration est terminée. Si on regarde la diapo qui correspond à cette démonstration-là, c'est juste un exemple ici, on voit de quoi, on voit l'apparence, une petite mention, là, mais il n'y a rien de nouveau dans cette diapo-là. Maintenant, vous êtes prêt à faire l'exercice avec la table Bootstrap. Et là, je ne vous dirai pas où chercher à l'avance, je vais bien évidemment l'expliquer dans la solution, mais essayez de vous souvenir de ce qu'on a présenté en début de séance. On a dit qu'il y a différentes places où vous pouvez chercher dans la documentation. Essayez de vous souvenir, la table va être à quel endroit. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur pause pour l'enregistrement. Je vais aller préparer mes fichiers. Vous gardez ça sur pause tant que vous n'avez pas terminé. Ça vaut la peine de vraiment essayer de le faire. Et on se revoit pour la solution. Parfait, alors nous voilà de retour. On va faire la solution pour la table. J'ai copié-collé le fichier de départ dans un nouveau fichier qui s'appelle solution.html. J'ai ouvert la description ici. Ensuite, j'ai ouvert la solution.html dans le navigateur et j'ai juste remis à l'accueil le site de Bootstrap. Donc, juste pour vous mettre en contexte, ce qu'on va faire à l'instant avec la table HTML, c'est aussi dans l'objectif de comparer l'écriture de CSS personnalisée à la main, comme on a fait au cours 3, avec l'écriture de code inspiré d'une librairie. Donc, au cours 3, le laboratoire table, on a réussi à styliser une table, à se rendre à un certain point. Et là, aujourd'hui, on va voir comment Bootstrap nous aide à se rendre à ce même point-là. OK, mais ça vaut la peine pour vous là, de faire le parallèle entre les deux. Description. Télécharger le fichier de départ, c'est fait. On va inclure Bootstrap. Toujours la première chose à faire quand vous travaillez avec Bootstrap. Je viens dans la documentation, je copie le lien vers le CDN, je le colle. Déjà là, comme on a déjà mentionné précédemment, ça va ajouter un certain style parce que Bootstrap a une opinion sur certains éléments HTML de base. Donc ça, c'est fait. Parfait. Maintenant, on va aller dans la documentation Bootstrap. Et ça va être un des rares cas où ça va être plus facile de copier une classe que de copier tout le code et venir changer le contenu de chacune des cellules ou chacun des éléments. Donc, dans la documentation Bootstrap, la table est une des deux exceptions. Donc, l'autre exception, c'est image, des composantes qui ne se retrouvent pas dans Components. Donc, je viens dans la table, et là, je regarde un petit peu. Et là, ici, déjà, on a la réponse. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter la classe table à une table pour avoir un style qui est bien meilleur que le style de base. Donc, on peut voir ici, on a juste une classe table. Ensuite, oui, il y a des scopes, mais scope, c'est autre chose. On n'en parlera pas dans le cadre du cours. Il n'y a aucune autre classe dans notre table, même pas pour les cellules, même pas pour les rangées. Alors, quand je vais venir dans mon code, tout ce que je vais avoir à faire, c'est donner une classe de table à ma table. Et regardons la différence. Quand je vais rafraîchir ma page, c'est un monde de différence qui est beaucoup plus professionnel, tout ça avec une seule classe. Bien évidemment, si vous allez voir pourquoi ça fonctionne, bootstrap.css, .table, vous allez vous rendre compte, pour la table, il y a des règles. Ensuite, pour les cellules d'entête, les cellules du corps de la table, il y a d'autres règles. Pour le T-head, T-body, il y a plein de règles. Donc, tout ça, ça a été écrit pour vous. Vous n'avez pas à vous casser la tête, contrairement au cours 3 où tout devait être fait manuellement. Donc, j'ai mis la classe table et on a vu la différence. Ensuite, on va ajouter une deuxième classe qui nous permet de modifier la couleur de la table, donc d'avoir une couleur foncée. Encore là, je vais dans la documentation, je cherche un peu. Parfait, j'aime ça comme type de table. On doit conserver la classe que j'appellerais de base table. Donc, ça donne une certaine largeur aux colonnes, un certain style, un padding, toutes sortes de règles qui vont demeurer. Mais on ajoute à ça la classe Table Dark qui va donner un autre style, une autre couleur à nos cellules, à notre table, aux bordures, etc. Donc, je prends Table Dark
Et tout ce que j'ai à faire, c'est ajouter cette classe-là à côté de table. Je viens rafraîchir ma page, et là encore, il y a un changement en quelques secondes. Je reviens dans Sublime. L'étape 3.3, on va mettre en place un système où on alterne plus foncé, moins foncé, plus foncé, moins foncé entre chacune des rangées. Donc, il y a un terme pour ça. Vous allez voir le terme dans un instant. C'est pas Table Heads. Vous pourriez vous en servir aussi pour le plaisir. Voilà. Donc, Striped. Donc, Table Striped va vous permettre d'ajouter ce qui s'appelle du Zebra Striping. Donc, comme un zèbre, qui est une alternance de plus foncé, moins foncé. Et ça fonctionne autant avec la table pâle que la table foncée. Table Striped. Je viens ici, je le colle. Regardons la différence. Okay, on voit ici la première rangée plus foncée, la deuxième est plus pâle, plus foncée, plus pâle, et ainsi de suite. Okay, donc, impair et pair sont légèrement différentes. Je reviens à la description. On a terminé pour tout ce qui est de la table en tant que telle. Maintenant, on va ajouter un certain style aux cellules où la variation, où la variation est positive, on va les mettre en vert. Et la cellule où il y a une variation négative, on va la mettre en rouge. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. Je dirais que la meilleure façon serait en fait d'ajouter un élément span auquel on donnerait une classe Bootstrap. Mais ça allait au-delà de l'exercice. Donc, si vous avez donné la classe à la cellule, c'est correct. Si vous l'avez donné à la balise B, ce n'est pas l'idéal, parce que ce n'est pas ça le but de cette balise-là, mais c'est correct aussi. Ce n'était pas demandé, il n'y a pas eu de mention explicite sur quelle balise ça devait être ajouté. Donc ici, on va ajouter une classe qui permet de mettre le texte en vert pour les variations positives. Là, on doit chercher à la bonne place dans Bootstrap. Et on a dit que tout ce qui est générique, qui n'est pas une composante ou qui n'est pas la grille, on va trouver ça dans Utilities. Alors, je viens dans Utilities, dans les couleurs. Et là encore, il y a des mots-clés qui reviennent quand on est habitué avec Bootstrap. Primary, c'est tout ce qui est bleu. Secondary, c'est du gris. Success, c'est du vert. Danger, c'est du rouge. Warning, c'est du jaune. Info, c'est un turquoise. Donc, que ce soit pour les couleurs ici ou si on allait dans les alertes, les alertes, vous verriez alerte primary, secondary, success, danger. Même chose si on allait voir les boutons. Donc, il y a des mots-clés maintenant, là, avec les années, je les reconnais. Vous, ça va vous prendre quelques fois, vous êtes intelligent, vous allez les reconnaître aussi. Alors, j'ai dans Utilities, Colors, et je vais me servir de Text Success pour donner une couleur verte à ces cellules-là. Je viens dans mon code. Comme j'ai dit, le span aurait été l'idéal, mais là, je vais juste mettre la classe directement pour la cellule. Oups. Text Success. Je vais copier-coller ma classe ici. Regardons qu'est-ce qui se passe. J'ai bel et bien mes deux cellules en vert, que leur contenu est en vert. Maintenant, je vais mettre la cellule avec une variation négative en rouge. Je le sais par cœur, mais avec un peu de recherche, vous allez voir que c'est Text Danger. Je sauvegarde, je rafraîchis, et le texte de la cellule est maintenant en rouge. Ça fait le tour de 4. Et au point 5, je dis, vous avez pu constater la puissance de Bootstrap. Ça nous a pris 3 classes ici, Table, Table Dark, Table Striped, et 2 classes, Text Success et Text Danger, pour venir donner cette apparence-là, qui est, selon moi, très jolie, à notre table. On n'a rien eu à faire de manuel, on n'a pas eu à se poser des questions sur quel padding, comment on allait centrer les cellules, les ci, les ça. Tout ça, ça a été fait pour nous. OK, donc ça fait le tour de l'exercice. Et c'est ce qui complète aussi, j'ai fermé 2.1, c'est ce qui complète 2.3. Il n'y avait pas d'autres diapos ici. Si je vous montre ce qui s'en vient après, ça sera la grille Bootstrap. Donc, merci de votre attention. Ça complète 2.3. On se revoit à la capsule 2.4 et ça sera la dernière capsule pour le cours 4. OK, merci beaucoup. À plus tard.